L'économie au service de l'homme, proposée par l'équipe du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Montpellier. Eh bien bonjour à tous, c'est Yannick avec vous. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Vous êtes bien dans l'émission du CJD, une émission qui vous est proposée tous les lundis. J'ai du mal à lire ma petite note, mais en tout cas je suis vraiment ravi d'être là. J'introduis cette émission par du Descartes, par du Kant, de l'Aristote, du Victor Hugo. Ils sont nombreux, ces philosophes, ces écrivains, ces poètes, à s'être intéressés au sujet de l'instinct, de l'intuition, mais aussi de la raison. L'instinct, c'est cette tendance innée et puissante à faire des actes déterminés, exécutés parfaitement, sans expérience préalable. L'intuition, c'est une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. D'ailleurs, Descartes disait à ce sujet, à l'égard de l'intuition, que la conception forme d'un esprit pur et attentif. Aujourd'hui, grâce aux progrès récents dans l'étude des neurosciences et des sciences cognitives, nous avons à disposition des outils concrets pour améliorer notre qualité de vie, améliorer la qualité de nos interactions. Le monde d'aujourd'hui, le monde de l'entreprise aussi, est plus que jamais en train de vivre une véritable mutation. Je vous invite à vous connaître de mieux en mieux, et pour cela aujourd'hui, nous avons le plaisir, j'ai le plaisir aussi, de partager avec vous un instant avec Alexandre Antonienko de l'Institut Alpha. Alexandre, bonjour. Bonjour Yannick. Je suis vraiment super content. Ça fait plus d'un mois que je sais qu'on va se rencontrer. C'est vrai. Il y a un mois déjà, mon intuition me disait que c'était important de se rencontrer. C'est vrai, comme quoi les choses sont toujours alignées quand c'est le cas et qu'il faut que ce soit comme ça se dévoile. Donc merci de me recevoir en tout cas. C'est un plaisir. C'est un véritable cadeau qu'on se fait aujourd'hui de partir à la rencontre d'Alexandre. On a un petit rituel dans le cadre de cette émission. Ok. Le but, c'est de répondre du tac au tac sans réfléchir. Ok, on y va. On y parti. va. Marche ou course à pied? Marche. Café ou thé? Thé. Yin ou yang? Yin. Passion ou compassion? Passion. Intuition ou instinct? Du coup, je dirais intuition. Parce que il y a plusieurs expériences que j'ai vécues, donc intuition. Merci Alexandre. Avec joie. J'aimerais, comme certainement de nombreux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, en savoir un petit peu plus sur vous. Qui êtes-vous? C'est une grande question, parce que c'est une question que je me pose depuis très longtemps en fait. Et c'est vrai que de cette question de qui je suis vraiment, alors je suis pas mon prénom, alors c'est vrai que je pourrais dire je suis Alexandre Antonienko, mais finalement, cette question de qui on est, en tout cas en termes d'être humain, et de toutes ces systémiques qui nous composent, nos émotions, notre corps physique, nos pensées, je suis un peu tombé dans la marmite étant jeune, et je me suis posé cette question de qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. Et en fait, je dirais qu'avant tout, moi pour ma part, je suis un chercheur, déjà pour tout ce qui me concerne en neurosciences, mais aussi un chercheur finalement de sens, et puis de qui on est réellement. Et je dirais que si je devais me résumer, je suis un chercheur. Je cherche sans cesse en fait. Je cherche de la nouveauté, je cherche à savoir qu'est-ce que je peux apprendre de plus, qu'est-ce que je peux partager de plus comme avec toi aujourd'hui. Et au-delà de ça, après, évidemment, j'ai aujourd'hui fondé aussi un institut, on va sans doute en parler, mais l'Institut Alpha, qui d'un côté fait aussi de la recherche en neurosciences et qui propose des programmes de formation et puis de connaissance de soi aussi au sein de l'Institut. Merci. Je suis aussi, il faut le dire, c'est important, je suis aussi père de 2 enfants. Oui. Qui m'écoutent, je pense. Je leur fais un grand signe et un grand coucou. Bonjour. Et puis voilà, je suis aussi le mari d'une femme extraordinaire, d'une esthéticienne qui est sur Castries et que je salue aussi, et qui m'écoute peut-être aussi d'ailleurs. Eh bien, on salue toute cette belle famille. Ouais, merci. On est dans une émission qui s'appelle L'économie au service de l'homme. Nous sommes de nombreux dirigeants à nous interroger sur le bien-être de nos collaborateurs, la réussite de ce qu'on entreprend. Et du coup, la question que l'on se pose, c'est finalement quel peut être le lien entre se connaître soi et le management. Alors c'est un lien qui est très intéressant, il y a beaucoup de choses qui se développent actuellement là-dessus, on entend beaucoup parler du bien-être au travail. Il ne faut pas oublier que le bien-être, c'est d'abord un état interne, avant tout.
Et le lien, c'est qu'en fait, je me rends compte que au final, plus une personne se connaît, plus on va faire ce travail profond, hein, que ce soit pour un manager ou pour un dirigeant ou autre. Déjà, à la base pour lui, c'est-à-dire que plus j'apprends à me connaître, et notamment dans ces fameuses systémiques dont je parlais tout à l'heure, plus j'apprends à connaître aussi mes automatismes, on va en parler aussi sans doute, les automatismes un peu neurologiques, hein, comment fonctionne mon cerveau, et plus je vais être apte à justement m'adapter à des situations. Et c'est tout l'art en fait de la connaissance de soi. Si vraiment il y a un mot que moi je retiendrai de toutes les études et toutes les recherches que je mène, c'est vraiment l'adaptation. C'est-à-dire comment est-ce que je m'adapte à un individu, à un groupe, à une société, à peut-être parfois des conflits au sein d'entreprise. Et plus j'apprends à me connaître justement, et plus j'élève à la fois mon niveau de connaissance de moi-même, mais en face, par équilibre, aussi mon niveau de confiance. Et le cerveau fait ça en fait tout le temps. C'est-à-dire que notre cerveau, il crée un équilibre entre finalement les acquis que j'ai et quelles sont les choses qui me restent à apprendre. Et s'il n'y a pas cet équilibre, eh ben, il n'y a pas de confiance en soi, il n'y a pas de connaissance de soi, et puis il n'y a pas d'application possible parce que je vais rester dans quelque chose qui est la routine en fait. Et donc pour l'entreprise aujourd'hui, l'adaptabilité, nous en neurosciences, on parle d'intelligence adaptative. Elle a des mécanismes spécifiques. Elle a aussi sa place de plus en plus dans l'entreprise parce qu'on a besoin, et on en parlait, de s'adapter de plus en plus et de s'adapter aussi aux différentes personnes qui composent une entreprise. Donc voilà un petit peu l'art de ce que je mène en ce moment, c'est comment est-ce qu'un individu, manager, dirigeant, peut s'adapter et faire en sorte que ses collaborateurs s'adaptent. Du coup, la question qui est en partie répondue, les leaders du coup doivent bien évoluer, c'est bien ce que j'ai compris. En fait, on est en train de changer tout un tas de systèmes. Quand je parle de systémique, l'être humain, il a des systèmes différents. Il est composé en tout cas de multiples systèmes, hein, émotionnels, mental, corporel, intuitif. Il y a différentes formes d'intelligence. Et on se rend compte de plus en plus que l'entreprise aussi, en fait. L'entreprise, elle est multisystème. Et que dans l'entreprise, de la façon dont on l'a pensé avant, c'est-à-dire la performance par les humains, aujourd'hui, c'est l'humain et la performance après, en fait. Donc, on se rend compte que plus une entreprise va connaître le fonctionnement de l'humain et justement ce qui va engendrer la motivation. Qu'est-ce qui engendre réellement la motivation? Qu'est-ce qui va permettre à l'entreprise d'être intuitive, innovante? C'est quoi qui fait ça en fait? C'est pas d'abord se centrer sur la performance et les outils en fait. C'est pas les processus. Donc évidemment que oui, c'est le message que je passe dans toutes les entreprises que j'accompagne. C'est d'abord prenez connaissance du fonctionnement de l'humain et faites évoluer votre propre perception à vous. S'il y a bien une chose que je retiens des neurosciences, c'est qu'on m'a souvent répété, et donc je le partage aujourd'hui, c'est que le problème, c'est pas d'avoir des problèmes ou c'est pas de rencontrer des problèmes. Le vrai problème, c'est la façon dont on se représente une situation, dont on se représente notre équipe, dont on se représente un contexte de vie. On va traverser 2 ans et demi qui était complexe pour tout le monde. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que je me représente tout ça? Et la seule façon de changer de représentation, nos croyances, nos convictions, nos systèmes de pensée, nos automatismes, un, c'est apprendre à se connaître. Et 2, c'est évoluer, c'est-à-dire en tant que manager, et c'est obligatoire aujourd'hui d'évoluer. Évoluer dans notre posture. Peut-être qu'on parlera des nouvelles générations, mais toutes les nouvelles générations qui arrivent n'ont pas du tout les mêmes attentes que les anciens collaborateurs. Et donc, du coup, il y a une mixité qui se crée avec des attentes, des sens différents. Et si je reste sur mes habitudes, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va être compliqué pour moi, en tout cas en tant que manager. Des difficultés dans le dialogue intergénérationnel. Bien sûr, déjà, et puis surtout dans les attentes qui se créent, dans la façon dont, évidemment, ces intergénérations vont se représenter aussi le manager et l'entreprise. Ça, c'est important. C'est quelle est l'image et la représentation que eux ont de l'entreprise. Mais le point de base, c'est vraiment cette capacité, effectivement, à toujours se remettre en question. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que parfois, on va passer par des moments complexes. C'est-à-dire, en gros, on a des croyances, on a des choses qui nous perturbent un peu. Mais c'est un point important, ouais. L'évolution personnelle. C'est pour ça que je prône toujours sur apprendre d'abord à te connaître. Tu parlais de grands noms, hein, Socrate, moi j'ai une philosophie que j'adore, hein, qui est le stoïcisme. C'est apprendre à te connaître. Et après, qu'est-ce qui dépend de toi et qu'est-ce qui dépend pas de toi? Travaille toujours sur ce qui dépend de toi. C'est vraiment une clé du stoïcisme, hein. Socrate était un grand maître de cette discipline et de cette philosophie que moi j'adore. Et donc c'est un peu comme ça que je vois la chose. Au fur et à mesure de votre parcours professionnel, j'imagine qu'au départ, vous avez appris à vous connaître vous-même. Ouais. En fait, ça a commencé comme ça, en fait. C'est-à-dire que le point de départ de la recherche en neurosciences, pourquoi tout ça, en fait? Pourquoi je parlais tout à l'heure de qui je suis, en fait. Je me suis souvent posé cette question et dans cette recherche de vouloir apporter à l'autre, je suis passé par tout un tas d'étapes dans ma vie. Mais ça a été quand j'ai fait un énorme burn-out, en fait, quand vraiment je suis tombé au fond du trou, que là, je me suis vraiment demandé, mais ouais, en fait, t'es pas ton boulot.
Tu n'es pas ton lien familial, tu n'es pas parce que ton père ou ton grand-père a fait ça que tu devras faire ça. Et toutes mes croyances se sont effondrées ce jour-là quand je me suis retrouvé en face dans mon lit d'hôpital avec le petit bip là, bip, bip, qui te signifie que tu es encore en vie au moins. Et là se pose la question de ouais, mais en fait qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Et à partir de là a commencé mon chemin de croix, j'ai envie de dire, sur qui je suis vraiment. Et j'ai eu la chance de rencontrer des chercheurs en neurosciences dans ces recherches. Et en fait, je suis plongé dedans et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et j'ai voulu dans cet univers. Et c'est ce qui m'a permis, en tout cas, cette branche-là m'a permis à moi de me connaître, mais il en existe plein. Chacun va utiliser sa propre branche. Ça peut être, je disais tout à l'heure, la philosophie, ça peut être la psychologie, tout un tas de disciplines existent pour apprendre à se connaître. Moi, je l'ai fait à travers les neurosciences, parce que je voulais avoir un regard à la fois scientifique et en même temps, après, me permettre aussi de sortir du cadre. On en parlera, mais c'est vraiment important d'avoir cette notion de sortir du cadre. Et j'ai fait mon chemin, mon parcours, mes études, mes rencontres. J'ai eu des mentors qui m'ont permis aussi de me connaître et qui parfois me rentraient dans l'art, en me disant bon bah là je m'excuse, mais faut que tu apprennes à te taire aussi, quoi, parce que c'est pas ça. Et donc des remises en question, et puis forcément quand il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est que plus on travaille sur soi et plus ça crée aussi des choses autour de soi. Et donc les relations commencent à changer, le regard que tu portes sur les choses autour de toi, et donc ça crée un peu de tension, ça crée des choses dans tes relations. Et donc, il faut apprendre aussi à composer avec ce qui se passe quand on s'autorise à changer. Et ça, c'est très, très important. Parce que comme quand je finirai là-dessus, mais comme quand tu parles à un enfant qui a, imaginons, 8 ans, et que naturellement, tu te baisses, tu sais, on s'accroupit parfois quand on parle aux enfants, plus une personne, plus un manager apprend à se connaître, et plus il faut qu'il soit aussi capable de se mettre aussi, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, au niveau des personnes qui parfois n'ont pas la même connaissance ou la même représentation. C'est très important, ça. Ça touche presque une notion de patience, peut-être des fois. Tu parlais de passion. Déjà, c'est une passion. Hein. Apprendre à se connaître, c'est une passion parce que ça coûte. Ça coûte de l'énergie. Notre cerveau est un gestionnaire d'énergie en permanence. Donc, dès que je fais appel à cette partie préfrontale, toutes les recherches en ce moment sur l'adaptabilité parlent de cet aspect préfrontal. C'est-à-dire qu'on a vraiment une zone dans le cerveau qui nous permet de mieux nous connaître, qui nous connecte à l'intuition, qui nous connecte à l'innovation, mais qui coûte de l'énergie. Donc, on peut pas y être tout le temps. Il y a des clés pour ça. Et évidemment, c'est une passion, mais c'est aussi de la patience, parce que ça prend du temps. On peut pas passer d'un état à l'autre comme ça, et il faut apprendre à tester des trucs, quoi. Alors j'essaie de me mettre un petit peu à la place de certains de nos auditeurs qui nous écoutent. Alors il y en a qui connaissent vraiment déjà le sujet, qui sont passionnés et qui sont au rendez-vous avec nous aujourd'hui. D'autres qui découvrent. Ouais. Concrètement, si j'ai bien compris, on a 3 cerveaux, Trois parties principales ou un peu plus ou... Alors au départ, en fait, MacLean, dans les années 60, avait défini en fait l'évolution de l'être humain à travers les 3 parties qu'on a entendues, reptilienne, limbique et corticale, qui étaient les 3 grandes parties du cerveau. Aujourd'hui, ça a été énormément remis en question par les recherches. D'accord. Et donc aujourd'hui, on parle plus de territoire. Il y a pas 3 territoires. Et effectivement, on sait qu'il y a 3 zones spécifiques, mais qui sont pas séparées, c'est-à-dire qu'elles communiquent ensemble. Et en fait, on parle de gouvernance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va plutôt expliquer que notre cerveau est soumis à ce qu'on appelle des gouvernances, qui vont donc prendre des décisions et qui vont induire 3 choses essentielles. Suivant dans quelle gouvernance je suis dans mon cerveau, instinctive, émotionnelle, adaptative, le préfrontal dont je parlais, ou le grégaire, qui est la gouvernance de la relation, je vais avoir 3 choses essentielles. 1, des comportements spécifiques à cette gouvernance, des émotions spécifiques à cette gouvernance et des pensées spécifiques à cette gouvernance. C'est super intéressant parce qu'on se rend compte que 3 de ces gouvernances, elles sont très 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 automatiques. Elles fonctionnent toutes seules, depuis tout jeune. Et il n'y a que la 4e, qui est l'adaptative, qui, elle, fonctionne de manière juste et objective. C'est la seule. Les autres, elles ne sont pas objectives. Elles sont automatiques. Donc ça pose une vraie question. C'est est-ce que je suis automatique ou est-ce que je suis adapté ? J'ai entendu dire quelque part, alors je ne sais pas si c'est une vérité vraie, en tout cas confirmée par les neurosciences, que un peu plus de 90 voire 95% de nos actions dans la journée, c'est pilote automatique. Exactement, c'est-à-dire que vraiment c'est ça, c'est-à-dire que je m'habille de manière automatique, je me brosse les dents de manière automatique, je mange de manière automatique, je m'arrête au feu rouge, et heureusement en fait, parce que sans ça nous demanderait une énergie faramineuse de toujours être en adapté en fait. Et c'est pour ça que dans ce schéma automatique, on a aussi 70 000 pensées par jour qui sont des pensées automatiques et qui sont les mêmes qu'hier en fait. Et nous, malheureusement, on cherche à avoir du changement ou de l'évolution avec justement 95% d'automatisme. C'est pas possible. Et c'est ça que je trouve passionnant dans la recherche, c'est qu'on puisse nous dire aujourd'hui, tiens voilà, si tu veux apprendre à gérer tes émotions, à gérer ton stress, le stress des équipes,
à te connaître, il faut que tu bascules. C'est le mot qu'on utilise. On parle de bascule entre l'arrière du cerveau, c'est 95% dont tu parles, qui sont là pour nous permettre de vivre de manière, avec le moins d'énergie, de coût d'énergie possible. Mais il faut que tu apprennes à basculer à l'avant. Et comment on fait ? Pour ça, il y a des matières, des protocoles, il y a tout un tas de choses qui sont développées par la recherche et qui nous permettent de savoir que, tiens, moi, en tant que manager, là, je suis à l'avant du cerveau. Et là, je peux développer de l'intuition, de la créativité, être objectif sur mes émotions et sur mes pensées. Et pareil pour mes collaborateurs. Leur permettre à eux de faire cette bascule, quoi. Sinon, tu peux faire un mastermind ou un brainstorming, et si tu le fais de manière automatique, il n'y a aucune nouvelle idée, quoi. Parce que personne n'a fait cette bascule-là, tu vois. D'accord. Si je comprends bien, en fait, c'est comme si on avait plein de circuits programmés, entre guillemets, qui sont déjà en nous, qui nous font répéter à l'infini les mêmes erreurs, peut-être. C'est ça. Tant qu'on ne va pas le travailler. Exact. Il y a deux choses qui me viennent là-dessus, c'est très intéressant comme question. La première, c'est qu'il n'y a pas de changement sans conscience. Ça aussi, on me l'a répété souvent. J'ai mis longtemps à comprendre ça. Il n'y a pas de changement sans conscience. Si tu ne prends pas conscience de tes automatismes, il n'y a rien qui changera. Parce que nous sommes soit d'un côté des créatures, soit de l'autre côté des créateurs. Voilà. Il n'y a que deux grandes possibilités. Soit t'es créature et t'es automatique, et c'est naturel. C'est 100% naturel. Et comme je le répète, heureusement. Parce que si tu devais réfléchir à chaque fois que tu te retrouves devant un feu rouge, tu passerais pas la journée, quoi. Trop d'énergie, tu vois. Donc ton cerveau, il crée ce qu'on appelle dans l'inconscient, la partie accessible à travers l'hypnose notamment. L'inconscient, c'est cette partie qui est programmée chez nous. Il y a une toute petite partie qu'on appelle la partie préprogrammée, c'est-à-dire qu'elle, tu viens avec. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct. L'instinct de survie, tout ça, c'est tous ces comportements très instinctifs qu'on retrouve beaucoup en ce moment dans la période qu'on traverse. On observe beaucoup des populations ou des personnes qui sont dans ce mode un peu instinctif, avec les fonctionnements sous stress, les fonctionnements de défense. Ça, c'est préprogrammé. Donc quand tu es là-dedans, imagine-toi, c'est vraiment une préprogrammation vraiment très 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 de base, quoi, de survie, quoi. Et tu vas avoir des pensées associées à ça et des émotions à ça. Il faut vraiment apprendre à en sortir et le reconnaître. Donc conscience, changement. Et après, il y a d'autres automatismes. Quand on rentre en relation, on a des automatismes. Dominance, soumission. Il y a un automatisme émotionnel qui est l'apprentissage. Il y a tout un tas de choses qui sont... effectivement, qui composent en fait des programmes. Quand je parle de gouvernance, c'est un programme, hein, et on est des êtres programmés. Il faut apprendre à se déprogrammer. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans l'informatique, un peu comme toi, en fait, c'est ça. On a des systèmes d'exploitation qui sont déjà installés, et puis on a des virus, et puis des logiciels qui tournent tout seuls. Il faut apprendre à faire CTR alt, supre, parfois. J'ai entendu plusieurs perles. Ouais. Plusieurs pépites. Ah, j'espère. J'ai entendu le mot hypnose. Oui. Si je comprends bien, c'est une méthode parmi peut-être d'autres. Oui, c'est vrai. Qui peut aider ou accompagner une reprogrammation. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes que j'ai pas entendues ou... Alors, c'est vrai que l'hypnose, l'intérêt, c'est que tu vas ouvrir la porte vers l'inconscient et donc vers les programmations. Donc l'hypnose, pour ça, il faut être accompagné d'une personne de confiance qui pratique l'hypnose. Il y a plusieurs façons de pratiquer l'hypnose. Moi, je la pratique de manière dite avancée, c'est-à-dire qu'on peut aller un peu plus profondément dans l'inconscient si c'est nécessaire, pour tout ce qui est phobie, addiction et autres. Donc l'hypnose permet à une personne, effectivement, de reprogrammer certains programmes. Le coaching fait aussi partie des disciplines qui permettent à la personne de se reprogrammer à travers le système de questions qui va être apporté. C'est-à-dire que la question, on sait on n'arrête pas le pouvoir d'une question. Si je dis aux auditeurs, par exemple, tiens, qu'est-ce que vous ressentez là maintenant dans votre pied gauche ? Tout le monde est allé faire l'aller-retour. Tout le monde est allé chercher l'information. Et c'est ça le pouvoir du coaching, c'est que par les questions, on va faire de nouvelles programmations. Mais le plus important, si vraiment il y avait une chose à retenir aujourd'hui, le plus important, c'est que de tous les protocoles que j'ai pu voir, de toutes les méthodes, les recherches, pour faire appel à cette bascule préfrontale, à cette intuition que l'on recherche, le plus important, c'est l'immobilité. C'est-à-dire d'être capable de créer des moments d'immobilité, mais pas que physique en fait. C'est-à-dire c'est pas que je m'arrête de bouger, c'est vraiment mental, émotionnel, c'est de trouver des espaces dans sa vie où, à ce moment-là, je ne fais rien. Mais rien en fait. Même pas je médite, hein, c'est pas la question de faire quelque chose, c'est vraiment, dans ce moment-là, dans cet espace-là, je fais rien. Juste rien, j'arrête de penser à mes problèmes, j'arrête de faire tourner toutes ces machines mentales et autres. Parce que l'intuition, la créativité ne peuvent pas naître s'il n'y a pas cet espace d'immobilité. Et c'est super intéressant à observer sous IRM. Hein. C'est vrai que la personne qui divague, qui rêvasse, qui pense à autre chose et qui prend le temps vraiment de rien faire, même de juste observer un paysage par la fenêtre ou de marcher en nature, ça c'est indispensable. Parce que ça permet à notre cerveau de créer cette connexion, ce pont entre l'avant et l'arrière. Et donc c'est un des grands protocoles que moi j'apprends, c'est comment créer de l'immobilité dans sa vie.
sortir du cadre de l'entreprise, sortir du cadre de ses problèmes, voilà, sortir du cadre. Et puis après derrière, c'est aussi d'être très très à l'écoute. Ça, c'est très important. D'abord de ses ressentis, de ses sensations. Parce que s'il n'y a pas cette écoute-là, il n'y a pas l'intuition. On va pas l'entendre. C'est un point vital. L'émotion, c'est quelque chose. L'émotion, elle est là pour te mettre en mouvement et pour te faire réagir par rapport à quelque chose. La sensation, c'est différent. Vas-y. Est-ce que l'émotion, on pourrait la comparer à un tableau de bord qui nous donne des indications? L'émotion, elle est simple. En fait, faut bien imaginer une chose, c'est que notre cerveau fonctionne avec une partie consciente. La partie consciente, c'est les 5 sens, c'est ce que tu es capable d'observer, de voir, de toucher. Les neurosciences nous expliquent que ça représente 2000 informations par seconde. En informatique, on dirait 2000 bits seconde. Okay. L'inconscient, c'est 400 milliards à la seconde. Pour que ces 400 milliards d'informations puissent communiquer avec toi, il y a 3 grandes voies. La première, c'est l'émotion. Quand ton inconscient te parle, il va le faire à travers tes émotions. Tu vas sentir des trucs dans ton corps, la colère, la peur, la tristesse, tout ça, c'est des émotions qui sont préprogrammées, qui font partie de nos préprogrammations. La deuxième voie, c'est la fameuse intuition. C'est quand tu sais, cette évidence sans mots, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure en introduction, c'est comme une connaissance non conventionnelle, quoi. C'est une idée, voilà, ça c'est l'intuition. Et c'est ton inconscient qui te parle à ce moment-là. Inconscient, l'âme, appelle-le comme on veut, mais... et la troisième voie, c'est la sensation. C'est quand tu as dans ton corps certaines sensations particulières, des picotements, des choses qui te font dire que c'est pas pour toi, ou parce que, tiens, là c'est intéressant. Et ça, faut savoir écouter ça. C'est un des protocoles importants. C'est subtil, ça. C'est le plus subtil, ouais. Parce que l'intuition, alors l'émotion, on la vit tous. On ne sait pas forcément mettre un mot dessus. On a mal au ventre, voilà. ou à la gorge, ou on a la gorge serrée. C'est ça. Ça nous prend sous les poumons. Voilà. Et là, on parle vraiment de zone d'échange neuronale. C'est-à-dire que ton inconscient te parle à travers ces 3 voies-là et qu'il faut être capable d'écouter ça et de juste être à la fois immobile dans un premier temps, se faire accompagner, bien sûr, si c'est nécessaire, et après, être observateur. C'est-à-dire de ne pas être juge. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on juge une situation comme étant positive, négative, agréable, pas agréable, dès qu'on juge cette situation, notre cerveau cristallise le phénomène comme étant quelque chose comme ça. Dur, voilà. Il faut surtout sortir de ça, de nos jugements préconçus, et d'observer. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi les sensations? Et ça, c'est très important parce que ça va nous ouvrir la voie justement vers l'inconscient. Il faut être observateur. Est-ce qu'il y aurait peut-être un petit exemple à nous donner ou d'une situation comme ça ou d'une intuition qui... Alors j'ai un bel exemple qui m'a sauvé la vie. C'est pas un sujet anodin, c'est-à-dire que quand on parlait d'intuition et d'entreprise tout à l'heure, je fais juste une parenthèse rapidement, mais il faut savoir que dans le New Jersey, ils ont fait une étude sur 5000 dirigeants. 2 grands chercheurs en neurosciences ont fait une étude. Entre 80 et 90% de ces dirigeants ont dit que c'est grâce à leur intuition qu'ils avaient réussi à développer leur entreprise. Donc c'est grâce à l'écoute de leur intuition. Sauf qu'il y en a que 50% qui l'ont admis en public. Donc déjà, en fait, en soi, l'intuition, encore plus en France, c'est un peu tabou, tu sais. C'est comme le truc un peu mystique, tu sais. Alors qu'en réalité, c'est vraiment un canal de communication. À l'époque, j'étais en plein passage de mon master en neurosciences motivationnelles. Et à l'époque, pour gagner un peu ma vie, j'étais aussi commercial et je vendais des solutions informatiques pour une grande entreprise. Et j'avais une belle Audi A3 que je venais de m'acheter et j'étais un peu en retard sur un rendez-vous. Et j'étais dans un call et devant moi, un grand camion avec du bois de charpente et une remorque. Et je talonne le camion pour le doubler. Je talonne. Il y a du monde derrière moi qui me suit et je vois sur ce camion, en fait, à l'arrière une remorque et sur la remorque des grosses poutres de bois et une sangle qui faisait le tour de la remorque. Et cette sangle, elle touchait le pneu. Comme ça, et je pourrais même presque me représenter le son de la sangle, gling, gling, qui touche le pneu. Et je talonne ce camion, et à un moment donné, à ce moment-là, je suis tellement concentré sur ce que j'ai besoin de faire que je suis pas dans la réflexion, mais je suis dans la concentration et dans l'attention. Et à un moment donné, j'entends quelque chose dans ma tête qui me dit « recule tout de suite ». Comme une voix sans mots, comme une évidence qui était « tu recules maintenant ». Et donc, moi, j'entends... C'est pas vraiment entendre une voix, c'est comme une... Tu sais, c'est cette intuition, quoi. C'est une évidence, quoi. Je recule, je tombe au rapport, derrière ça klaxonne, et au moment où je recule, je prends 10 mètres, et là, la sangle se prend dans le pneu de la remorque, et il y a toutes les poutres qui explosent sur la route. Et si j'avais été derrière, j'aurais pris tout ça sur la voiture. Et je me rappellerai toujours, et là j'ai l'émotion en te parlant, je me rappelle que je me suis arrêté pour aider le chauffeur, et que je me suis posé la question de qu'est-ce qui vient de m'arriver, quoi. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a sauvé la vie, en tout cas qui a fait que j'étais pas sous les poutres. Donc, on est équipés. On est tous équipés de ça. Alors ce qu'on est en train d'entendre là, c'est que sur cette histoire, sur cet événement, il y a eu d'abord l'intuition et l'instinct. Exact. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que
L'instinct, il est très automatique. Hein. L'instinct, c'est la préprogrammation. L'instinct, c'est t'es avec ton fils, tu marches au bord de la route, une voiture arrive à fond, instinctivement, tu vas avoir une réaction. Oui. Voilà, et qui va protéger l'enfant et te protéger toi. L'intuition, ça aurait été attention, prends pas ce chemin parce que il va se passer ça. Et l'intuition, c'est vraiment un message fort de la part de l'inconscient qui est presque prémonitoire ou qui t'amène une solution qui va être la bonne solution. Il y a plus j'apprends à me connecter à mes sensations, à mes intuitions, et plus parfois il y a des évidences et je me dis oui. Je suis un peu surpris de ce que je viens d'entendre parce que je l'avais pas réalisé ce matin. Ouais. Qu'il pouvait y avoir une relation quasi instantanée finalement entre l'intuition et l'instinct. Bien sûr. Puisque l'intuition a mis l'instinct en route. L'instinct en route. Et dans ce cas-là, c'est... Et en neurosciences, on parle de voix basse et de voix haute. La voix basse, c'est l'instinct. C'est une voix très très basse de fonctionnement. La voix haute, ça te connecte à quelque chose qui est encore et bien sûr, un peu entre guillemets mystique, hein, mais c'est vrai que la voix haute, c'est quelque chose qui te connecte à quelque chose de beaucoup plus grand. Il faut bien vous dire une chose, et à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que pour nous, l'inconscient, c'est un réservoir de ressources infinies. Donc si tu sais te connecter à ton inconscient à travers les voies que tu veux, l'hypnose, l'auto-hypnose, l'intuition, l'écoute de tes sensations, tu te connectes aussi à des ressources qui sont infinies. Et je trouve ça super intéressant. Donc je vais, en tout cas pour ma part, faire de plus en plus de recherches sur cette voie-là. Je comprends. Et ouais. Le temps passe, ça passe très très vite. Mais il nous reste encore quelques minutes pour essayer d'éclairer un peu nos auditeurs. On a dit dès le départ finalement quelque chose qui est vraiment important, c'est d'apprendre à mieux se connaître. C'est vrai. En prenant le temps de mieux se connaître, finalement, en prenant soin de soi, on sera plus à même de prendre soin aussi de nos proches. Exact. Pour résumer, pour les auditeurs, quelles seraient quelques étapes premières pour commencer à initier le mouvement de bien se connaître? Bien se connaître. J'enlève le mot bien. Se connaître. De commencer à se connaître. Alors la première étape, c'est d'abord effectivement de s'entourer des personnes qui nous inspirent et qui nous donnent envie aussi d'apprendre, parce que j'ai observé que les plus grands moments où j'ai appris à me connaître, c'était quand justement j'étais entre guillemets accompagné ou entouré des personnes qui m'inspiraient. Et je pense que ça c'est important, c'est-à-dire qu'on est aussi la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans la vie. Donc c'est important de s'entourer de ces personnes-là et de savoir de qui on veut vraiment s'entourer. Parce qu'en fait, c'est la posture qui... notre cerveau fonctionne avec un mécanisme qui est la comparaison, en fait. La modélisation, c'est le mot que je cherchais. On modélise sans cesse. Donc si je modélise quelqu'un, je vais apprendre à me connaître à travers ce modèle-là, en fait. Donc faut avoir des modèles qui nous inspirent, des modèles de lecture, des modèles d'auteurs qui m'inspirent et qui j'ai envie de lire. C'est aussi s'observer, ça on l'a dit. Et puis c'est parfois aussi se faire accompagner, parce que quand on se fait accompagner, on apprend aussi à se connaître à travers la psychologie, à travers le coaching ou autre. Mais c'est surtout, ce sera mon point de conclusion, c'est arrêter les jugements, les auto-jugements, quoi. Tout jugement de je suis pas là où je veux être, je suis pas la bonne personne, je suis pas ceci. Si je me juge, je me cristallise et c'est fini. Donc entourez-vous des bonnes personnes et surtout, voilà, petit à petit égale beaucoup. C'est aussi une chose que je voulais partager, c'est petit, quoi. N'essayez pas de trouver trop grand d'un coup, c'est petit à petit. Par des petits pas. Exactement, petit à petit égale beaucoup, ouais. Petit plus petit égale beaucoup. Merci Alexandre, j'ai vraiment été super ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que les auditeurs ont pu bien noter j'espère. Tout plein d'infos. On peut vous retrouver certainement sur internet, vous allez pouvoir retrouver cette émission en replay, vous allez pouvoir retrouver tout plein d'infos sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier. Je tiens à vous dire merci, Alexandre. Je tiens à dire merci à Pej, le directeur de l'antenne, et à toute l'équipe de Radio Clapas. Je vous donne rendez-vous au nom de l'équipe du CJD Montpellier qui anime cette émission la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez bien soin de vous pour bien prendre soin de vos proches. Merci à vous.